Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reconstituer l'histoire d'Antoine Netflix. On va parler d'une période méconnue, d'une guerre méconnue et surtout d'une personne méconnue. Et pourtant, elle fait partie des personnages les plus intéressants de l'histoire française. Marie-Antoine Netflix, dit Michael Le Sombre, est mise à l'honneur aujourd'hui dans cet épisode. Je tiens tout particulièrement à remercier Jacques Bourquin pour sa grande aide. Car avoir des informations sur le Second Empire, c'est compliqué, alors en avoir sur une femme lieutenant pendant la guerre contre la Prusse, c'était pas gagné. Marie-Antoine Netflix est née le 31 mai 1839 à Colmar. Elle est alors la cadette de 5 enfants, dont seulement une sœur et un frère survivront. Sa mère, elle, meurt à ses 4 ans. Son père, lui, est aubergiste, mais il est surtout un ancien militaire sous Louis XVIII et Charles X. Il était alors grenadier à cheval dans le 2e et 4e escadron. Elle sera élevée à la garçonne. Son père dira alors: « Je l'élève comme je l'ai été moi-même. Je lui apprendrai l'exercice. Je la rendrai de première force à l'escrime. Je lui enseignerai ma méthode pour se tenir solidement à cheval. Avec tous ces talents, je veux bien que le diable m'emporte si la petite ne fait pas son chemin dans le monde. Je l'ai bien fait, moi. » Jusqu'à ses 11 ans, elle sera alors appelée Tony et éduquée par son père, qui lui apprendra l'équitation, la discipline militaire, mais surtout le tir au fusil et au pistolet. Les bourgeois contraignera le père à la mettre en institution, chez les sœurs de la Divine Providence à Ré-Beauvillers. La jeune fille est alors très indépendante et très difficile à canaliser, mais très croyante, elle pliera. Elle réussit d'ailleurs dans toutes les matières, sauf la couture. D'ailleurs, elle parle aussi allemand et anglais. À 17 ans, elle reçut l'examen d'institutrice et le brevet. À 19 ans, elle part à Paris, où elle est engagée par la famille Czartoryski puis par la comtesse Wanda Lubianska comme préceptrice. Elle part alors au château de Krzycz, en Pologne, où elle y restera 7 ans dans une vie de famille. Mais elle continuera l'équitation. Alors habillée en homme avec les affaires de son frère Michael, elle se fait appeler le petit Mika. En 1859, sa sœur et son père meurent. Elle doit alors retourner à Colmar, mais dès les affaires de succession réglées, elle retourne rapidement en Pologne. Bon, comment vous expliquer ? Les Polonais tentent d'obtenir d'Alexandre II de nombreuses réformes, mais il y a beaucoup d'opposition. D'ailleurs, les nobles, les bourgeois et les prolétaires sont alors touchés par une loi de conscription spéciale. Et aussi la manifestation en l'honneur du héros polonais Kosciuszko est alors violemment réprimée. Marie-Antoine Netflix refuse de quitter sa famille d'adoption et reste en Pologne. Le comte lui demanda alors de ramener sa famille pendant 2 semaines à Mitowice. Mais elle retourne au château, dans un trajet dangereux. Elle y héberge 8 insurgés de la Légion du désespoir. Une charrette arrive avec 10 blessés, conduite par la mère Alexandra, une sœur félicienne. Le château devient alors un hôpital. Un messager épuisé, avec son cheval abattu, arrive au château. Il doit ramener un message au général Bogza. Le message: 800 Russes sont sur le point de les attaquer. Marie-Antoine Netflix, toujours habillée en homme, se décide à la porter. Elle a alors 24 ans. Elle réussit à traverser un camp d'une quinzaine de Cosaques. Elle est ratée de peu par une balle qui lui coupe une mèche de cheveux. Malheureusement, elle arrive quand les Cosaques attaquent. Les Polonais, surpris, n'ont aucune réaction. Le général charge avec quelques dragons, mais tombe grièvement blessé. Antoine Netflix récupère son sabre et charge les Cosaques. Elle cria alors: « Lâche, si vous avez pu laisser massacrer votre chef, ne permettez pas, au moins, que son cadavre témoigne de votre honte en tombant entre les mains de vos ennemis. » Et c'est à ce moment qu'elle commence sa véritable vie de militaire. Appelée au chevet du général mourant, elle est alors nommée chef de ses troupes. Toujours habillée en homme et appelée Michael, elle se fait alors surnommer Michael le Sombre. Elle combat pendant 1 an et demi, sans presque aucun doute sur son sexe.
Ayant perdu tous ses hommes, elle se réengage comme simple soldat, mais deviendra très vite sous-lieutenant pour avoir volé un drapeau aux Russes, puis lieutenant pour sa bravoure au combat. Pour l'anecdote, elle avait un cheval, Al-Mansour, qui a été tué par une balle, et aussi un chien, un Terre-Neuve plus précisément, appelé César, qui a été pendu à un arbre par les Russes. Nous pendons le chien, en attendant que nous pendions le maître. Blessée d'un coup de lance au-dessus du sein gauche, Marie-Antoinette Lix sera pendant 5 jours entre la vie et la mort. Pourtant, elle reprendra du service au bout de 6 semaines. D'ailleurs, elle prendra des cours d'infirmière avant de retourner en France, ce qui l'amènera en 1866 à Lille pour soigner les colériques, où elle attrapera la tuberculose. L'épouse du ministre de l'Intérieur, Forcade de la Roquette, lui fait avoir le 16 mars 1869 le poste de receveur de bureau de poste de Le Marche. Là-bas, elle écrit un ouvroir pour les enfants pauvres. Elle s'occupe de ses facteurs et elle écrit la Société des Dames de Charité. Très généreuse et chrétienne, elle est hautement appréciée là-bas. Malheureusement, le 19 juillet 1870, la guerre contre la Prusse éclate. Mais ça, on le verra dans un autre épisode. Décidée à s'engager, elle part à Paris. Mais malgré de multiples démarches, elle est refusée par l'armée. Le 14 août, elle va à Langres, où elle reçut un chasse-peau. Et le 3 septembre, elle s'engage chez les francs-tireurs de Le Marche, où elle est engagée pour la durée de la guerre en tant que lieutenant. Elle y fut d'ailleurs accueillie avec un grand enthousiasme et nommée lieutenant à l'unanimité. Elle avait alors 31 ans. Pour l'information, les francs-tireurs viennent d'une société de tir qui ont fait la demande de servir en cas de conflit. Ils ne font donc pas partie de l'armée régulière. À la bataille du 6 octobre, à la Bourgonce, 3 colonnes sont mises en place. Les francs-tireurs de Neuilly, les francs-tireurs de la Marche et les francs-tireurs de Colmar. Là-bas, elle y fait le coup de feu, soigne ses hommes et menace un officier du 32e de marche. Le commandant signale la courageuse conduite du receveur des postes Mademoiselle Lix, lieutenant des francs-tireurs de la Marche. Elle faisait intrépidement le coup de feu. Sans mon intervention, elle aurait brûlé la cervelle à un officier du 32e qu'elle avait vu se cacher dans un trou. Elle est restée pendant 4h30 au point le plus exposé avec 10 hommes, dont 8 ont été tués ou blessés. Elle portera aussi secours au capitaine Sagari, mais démissionnera, car Antoinette refuse de passer à l'armée garibaldienne, celle des excommuniés. Elle retournera alors à son bureau de poste, à Le Marche. Après la guerre, elle reçut la médaille d'or de première classe. Ensuite, elle reçut la médaille d'honneur de la Société d'encouragement au bien en 1872. Puis, la médaille des Oeuvres pontificaux en 1873, offerte par le général de Charette. Elle reçut aussi une magnifique épée, offerte par les dames de Strasbourg et Colmar, qui se trouve actuellement au musée des Invalides. Sa poignée, elle, est en argent massif. Sa lame porte d'un côté, gravé, les Alsaciens à leur vaillante compatriote Mademoiselle Lix, en souvenir de la guerre de 1870-1871. De son autre côté, sa devise, Prodeo et Patria. Elle écrira 4 livres, entre 1884 et 1889. En 1898, elle se placera volontairement dans un hospice, celui de Saint-Nicolas-de-Port, pour une longue maladie. Elle en décédera le 14 janvier 1909. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout, n'oubliez pas de reconstituer l'histoire.